Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai eu le plaisir de recevoir Oussama Hamar qui nous parle de ses nouveaux projets après avoir passé 10 ans chez The Family. On a parlé Web3, business, productivité, il nous a donné des conseils de storytelling, on a parlé aussi de sa vie perso et même de trading et puis plein d'autres choses. Je vous laisse déguster cet épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Mais avant ça, téléchargez votre guide gratuit dans la description, le nouveau système pour lancer un business en ligne. Si vous voulez vous lancer sur Internet mais que vous n'êtes pas encore passé à l'action, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Vous allez apprendre comment trouver des clients sans audience, créer une offre premium qui répond à un vrai problème, passer de 0 à 2 000 € par mois. Et une fois que vous aurez fait ça, les méthodes avancées pour dépasser les 10 000 € par mois. C'est totalement gratuit, juste dans la description, donc allez-y. Et puis sans plus de transition, je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et let's go, salut à toutes et à tous. Salut Oussama, comment ça va? Super, et toi? Yes, au top. Tu as été leader de The Family pendant 10 ans et aujourd'hui tu te lances dans de nouveaux projets, donc aujourd'hui on va plutôt parler de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quoi tu te lances aujourd'hui? J'allais te demander de te présenter, mais en fait je pense que tout le monde te connaît, donc Écoute, euh, aujourd'hui, j'ai un- une envie ouais. de faire quelque chose qui me rapporte de l'argent à court terme, dans lequel j'ai pas de clients et dans lequel j'ai pas d'investisseurs. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui répond à ces caractéristiques? Et il y a un métier qui est génial pour ça, c'est le trading. Puisqu'en fait, avec le trading, tu peux avoir ton propre argent, tu peux le trader et faire de l'argent sans avoir de clients. C'est anonyme, tu es sur des exchanges ou des centralized exchanges. Et ton seul but, en fait, c'est de réaliser de trouver des moyens de gagner de l'argent un peu systématiquement. Et donc, bah, c'est très, très, très différent hein, de ce que j'ai fait à The Family, puisque j'ai réappris à coder. On fait ça de façon autonome. Aujourd'hui, on est 15 ingénieurs dans l'équipe. On sera sans doute 30 à la fin de l'année. L'équipe est 100% remote, 100% asynchrone. Donc, très différent comme faire. Et puis, c'est bootstrappé. Ça, c'est assez génial parce que, résultat, pas besoin de m'expliquer, de m'argumenter. Tous les jours, on se lève et on se demande quelle astuce aujourd'hui on va trouver. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un, c'est un éternel recommencement parce que tu trouves jamais un trade gagnant systématiquement. Donc, en fait, c'est du brain power en permanence pour trouver des nouvelles datas, des nouvelles approches, des trucs. Donc, intellectuellement, c'est stimulant. Euh, les résultats sont sympathiques et ça me donne mon espoir, c'est de construire un outil de liberté qui me permette d'avoir les moyens de faire ce que j'ai toujours aimé faire, à savoir créer des startups qui ont de l'impact. Mais sauf que cette fois, au lieu de passer par le cycle investisseur, etc., de pouvoir générer mes propres revenus pour moi-même être investisseur et dépendre de personne. Ok, ouais, plutôt être en haut de la pyramide de l'investissement. Euh, donc là aujourd'hui tu fais du trading, mais alors tu m'as dit que c'était dans l'objectif de ne pas avoir de clients, forcément pas d'investisseurs. C'est du trading sur quoi? Sur les cryptos, j'imagine, Alors, parce que tu parlais de beaucoup de je fais que des Web3. cryptos, Ouais. je fais que des cryptos et je cherche des arbitrages de prix, des arbitrages de moments, de rentrer dans des coins avant qu'ils soient listés et de profiter du bon de listing. Enfin, on est très, très, très agnostique, on est très opportuniste. On est capable. En fait, on a une approche, on croit beaucoup au fait que dans le trading, celui qui gagne, c'est pas celui qui a les meilleurs algos, mais celui qui a la meilleure information. Et donc, tout 90% de notre travail, c'est collecter de la data, structurer de la data, organiser la data. Euh, je ne sais pas si tu es un peu technique ou pas, mais je ne sais pas si ton audience est technique ou pas. Moyennement, moyennement. Moyennement. Bon, d'accord. Je Il ne y vais en pas a, mais rentrer dans voilà, les c'est détails. pas le gros. D'accord. Mais bon, on utilise des technos
assez avant-gardiste pour être capable de manipuler des très, très, très grandes quantités de data et trouver dedans des différences de prix, des opportunités de volume, des infos que les autres n'ont pas, et de pouvoir réussir à en faire quelque chose, quoi. D'accord. Est-ce que vous utilisez pas ça aussi sur les marchés plus liquides, les plus gros marchés, notamment la bourse au sens classique? Ça marche peut-être moins. Non, pas du tout. Écoute, je pense qu'il faut être focus. Les cryptos, c'est un marché pas efficient. Mm, mm, mm. Ça ressemble beaucoup à la bourse dans les années 29. C'est vrai que forcément, il y a beaucoup de manipulation, etc. Ce qui, pour un investisseur lambda, est plutôt une mauvaise chose. Mais pour quelqu'un qui profite des variations violentes de marché, moi, en C'est une fait, aubaine, je ouais. sors cette vague. Alors, pour le coup, on n'a pas de position idéologique sur le sujet, hein. Ouais. On garde même pas de crypto en stock. Vraiment, on achète, on vend en permanence et on essaie de gagner des bénéfices sur le spread, quoi. D'accord, ok. Et toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? C'est de recruter les personnes, manager l'équipe? Parce que tu connais un petit peu, j'imagine. Écoute, c'est moi qui ai designé l'architecture du software. Non, c'est très différent de ce que je faisais d'habitude. C'est une boîte très, très, très intellectuelle dans laquelle j'ai interdit plein de choses. J'ai interdit les réunions, j'ai interdit Slack, j'ai interdit le téléphone. Tout se fait à l'écrit, en asynchrone. Chaque décision doit être documentée, expliquée. Euh, on essaye vraiment de prendre des décisions qui font sens et quand elles font pas sens, d'apprendre de ça. Et donc, c'est pas un métier de l'instant, c'est pas un métier de la crise. The Family, c'était la crise permanente, quoi. C'était des startups, elles se lèvent le matin, ça va bien, elles vont déjeuner, ça va pas. Il y a un événement extérieur de marché qui les perturbe. Moi, je pense qu'à The Family, toutes les semaines, j'avais au moins une journée dans mon agenda qui était annulée entièrement parce qu'il y avait une crise qui était non prévue quelque part. Donc, c'est un métier de l'adrénaline, c'est un métier de la réaction. C'est aussi pour ça que de temps en temps, tu fais des conneries dans le cours de l'action. Mais là, c'est tout l'inverse. Là, c'est un métier de la réflexion, c'est un métier de l'analyse, c'est un métier. Donc, ce que je fais, je regarde beaucoup de datasets, je parle à beaucoup, beaucoup de gens. Alors, c'est marrant parce que c'est un métier où ta capacité à apprendre des autres, aller chercher de l'information, chercher des tips. Tu- euh, Par exemple, sur LinkedIn, récemment, il y a un mec qui m'a contacté et qui m'a dit j'ai une méga idée sur un domaine assez précis, mais j'ai pas l'infrastructure, l'argent pour la mettre en place. Et donc, tu vois, tu passes quelques heures à parler à ce type. Ensuite, à partir de là, tu vas passer quelques jours à tester son modèle. Tu vas reparler quelques heures à lui. Après, tu vas faire ce que. Nous, en fait, pour chaque trade, on a trois niveaux. On est capable de back-trader. Donc, on est capable de virtualiser tout ce qu'on a fait Mhm. et, et de se dire, est-ce que si on l'avait lancé à telle date, quelle performance ça aurait? Et donc, on est capable de voir des simulations de dates, d'impact de cycle, etc. D'accord. Ensuite, on est capable de shadow trader. Donc, ça veut dire le faire avec du faux argent et de voir comment en live sur le marché actuel il se comporte. Et ensuite, on est capable de live trader. Euh, et donc voilà, donc après, on va shadow trader pendant quelques semaines, apprendre, tweaker et ensuite développer un nouveau truc. Et ce qui est fascinant intellectuellement, c'est que tu as besoin de parler à personne, tu as besoin de convaincre personne. Quand tu as raison, tu gagnes de l'argent. Quand tu as tort, tu en perds. Ce que tu as perdu, c'est un bon apprentissage et ça compound dans tes gains futurs, en Mhm. fait. Donc, Ouais, c'est clair. t'as jamais vraiment de perte. Et de ce point de vue-là, c'est très, très, très reposant parce que intellectuellement, t'es un peu dans une bulle. Tu n'as pas besoin de travailler 20 heures par jour. T'es pas en meeting de façon infernale. Ça change complètement. Ce qui Ouais, fait c'est que, pas la même ambiance, quoi. par exemple, moi, là, j'ai retrouvé un truc que je n'avais pas depuis longtemps. C'est que j'ai retrouvé mes matinées entières. Je commence à bosser à 14 heures.
Donc, en fait, mes journées, maintenant, j'ai mes matinées pour lire. Ensuite, à l'heure du déjeuner, bah, je fais un podcast ou un Better Call Us. Et ensuite, l'après-midi, je travaille 5-6 heures sur le labyrinthe. Et ensuite, je vais dîner tranquillement. Et Alors, donc, c'est un rythme de vie très différent, quoi. le labyrinthe, c'est ton projet, c'est le projet de trading, en fait, c'est Le ta nom, boîte. c'est le nom C'est ça. ouais, c'est le nom Ok, du hedge fund. Oui. ça marche. Ouais, c'est un hedge fund. Ok, très bien. C'est marrant que tu travailles l'après-midi et pas le matin. Tu vois, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est plus productif le matin et que la lecture, ce serait mieux l'après-midi. Ça dépend Ah des ouais, gens. Ouais, ouais, je pense que ça dépend des gens. Moi, le matin, je suis très très long à démarrer, donc ok. je suis pas très efficace. D'accord, ok. Et j'ai envie de revenir sur l'organisation de la boîte. Donc nous, chez System.io, on travaille en asynchrone aussi, on fait pas beaucoup de réunions. Mhm. Malgré tout, c'est pas interdit. On utilise Slack beaucoup. Toi, tu as dit que c'était Mhm. interdit. Vous communiquez comment par email? Ouais, on communique exclusivement par email Ok. et en fait, surtout, 99% des communications sont des issues dans notre système de code, en fait. D'accord, ok. Donc ouais, il y a peut-être un système de messagerie dans le système de code, plus ou moins. Ouais, mais en fait, en fait, le but, c'est d'éviter que les gens chit-chatent. Ok, Parce que quand tu chit-chattes, tu donnes pas beaucoup de contexte. ouais. Et donc, tu as l'impression de prendre des décisions, d'aller vite, de réfléchir. Mais en fait, c'est terrible parce que si quelqu'un doit reprendre ta décision 6 mois plus tard, et on est dans un domaine où on peut avoir besoin de comprendre pourquoi on a pris une décision il y a 6 mois, bah, si tu n'as pas 100% du contexte de pourquoi la décision a été prise, tu vas pas. Et donc, clairement, tu empêches les gens en fait de chit-chat. C'est-à-dire que, alors, ça crée une boîte très solitaire. Hein, ça, je vois bien le profil des gens que je recrute. C'est pas des gens qui brillent par leur Dans c'est pas des gens l'extraversion. très extravertis. Moi, ça me fait un peu violence parce que c'est pas du tout ma nature. Mais moi, ça me plaît de faire les choses parce que il y a un but. Là, le but, c'est de prendre des décisions rationnelles, profondes, long terme, sur des décisions de trade. J'ai pas envie de créer une culture qui soit l'inverse de ça. Donc, Hmm. ça m'amuse de me conformer à ça comme je porterais une casquette ou un costume. Euh, et ça me dérange pas d'être très différent dans ma vie professionnelle que dans ma vie perso. Après, je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Je pense que c'est une bonne phase. C'est assez opportuniste et ça permet d'avancer, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu disais aussi que ça te permettait d'être plus serein que dans le monde des startups, notamment chez The Family. Tu vois, quand je pense au trading, j'en ai jamais fait, mais le mot serein, c'est pas la première, c'est pas le premier mot qui me vient quand on regarde les mots connotés au trading, tu vois. Parce que t'es peut-être serein si tu gagnes, mais vous gagnez pas tout le temps, j'imagine. Donc, comment ça se passe quand il y a des grosses pertes, Ouais. tu vois? Euh, euh, en fait, le sujet, c'est que si les pertes te touchent, Ouais. tu ne devrais pas faire ce métier. Parce qu'en fait, c'est quoi une perte? Une perte, c'est il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ou il y a quelque chose que tu ne pouvais pas prévoir. Parce que, grosso modo, un trade, c'est une analyse de la réalité, une configuration de ton taux de risque. Et donc, il y a la perte que tu avais prévue, qui fait partie de ton taux de risque. Donc, tu as des stratégies qui gagnent, tu as des stratégies qui perdent, et overall, tu gagnes. Donc, la question, c'est est-ce que tu as eu un trade qui a perdu, mais une stratégie qui a gagné, une journée qui a gagné, ou est-ce que c'est carrément ta journée qui a perdu? Et si c'est carrément ta journée qui a perdu, bah, ça veut dire que, grosso modo, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et si tu es du côté triste, colérique, en panique, etc., bah, faut oublier ce métier, en fait, parce que ce qui compte, c'est de te dire que de toute façon, tout ça, c'est virtuel, Mhm. et que si tu as perdu, bah, c'est quelque chose que tu as besoin d'apprendre, et la prochaine fois, tu ne perdras pas. Et c'est pour ça que ta gestion du risque et ta gestion de quel niveau de perte, est-ce que tu es vraiment en train de prendre un risque de banqueroute ou pas, il est réel ou pas. Par exemple, il y a des traders, ils sont all-in. Il y a des gens, ils tradent comme ils jouent au poker. Mhm. Ils bluffent, ils vont au fond, etc. Et ils peuvent tout perdre. Nous, on est à des années-lumière de ça.
Nous, même si dans une journée, 100% de nos trades étaient faux, on n'aurait pas de risque de banqueroute. Il faudrait qu'on fasse ça des dizaines et des Hmm. dizaines de jours. Et Ouais, c'est ouais. construit pour que cette gestion du risque soit permanente. Ce qui fait que bah, très souvent, on perd des opportunités parce on manque de prise de risque. C'est pas grave, parce que moi, ce qui m'importe, c'est la stabilité de la performance et pas l'extrémum de la performance. Et de ce point de vue-là, c'est aussi très différent des startups. Ouais, bien sûr. Il y a un peu plus, ouais, tu lises ton risque et tu avances peut-être plus doucement, mais sûrement, quoi. Mais ça nécessite que ta stratégie au global soit gagnante. Et comment tu peux être sûr de ça quand tu commences? Mais tu peux pas être sûr de ça. Pourquoi tu devrais être sûr de ça? Bah, non, mais là, ce que tu dis, c'est que tu es plus serein dans ton approche parce que tu as moins ce côté adrénaline, ce côté imprévu, etc. Euh, Mhm. mais donc, ce Ah, qui veut c'est dire pas. que ta stratégie est gagnante Attention, sur le long attention, c'est terme, pas. tu vois? Non, 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 non. C'est marrant. C'est marrant que tu lis, c'est très drôle ce que tu es en train de faire. Ouais, Parce que c'est-à-dire que dans ta vie, tu te dis, en fait, la destination, c'est ce qui va déterminer mon niveau de stress. Mais d'accord. à la fin, la stratégie, elle est peut-être perdante, c'est pas grave, hein, c'est que de l'argent. Moi, ce que je te dis, c'est que, étant donné que je pense que de toute façon, l'argent, c'est pas quelque chose de très important, en fait, que tu en gagnes ou que tu en perdes, si à la fin, je fais faillite avec ça et je perds tout mon argent, ça ne changera pas grand-chose à mon niveau de sérénité. Ok. Je ferai juste un peu plus de Better Call Saul. Euh, Tu vois, c'est pas grave. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de gagner de l'argent et que bah, ça veut dire que tu n'étais pas bon et il faut faire autre chose, en Mm, fait. mm, mm. Donc, ça pourrait être une forme de libération. Si dans un an ou un an et demi, j'ai tout perdu, bon, bah, ça veut dire que c'était pas fait pour moi et je ferai autre chose. Et je me réinventerai. Donc, le niveau de sérénité vient pas du fait Que à tu la fin, gagnes. c'est Ouais, gagnant. Ce que ouais, je ok. voulais dire, c'est que je prends jamais par jour un risque de banqueroute. C'est-à-dire que pour Non, en ça arriver à la marche. banqueroute, il va me falloir beaucoup de mois. Et ça, c'est un autre style de trade. Encore une fois, il y a des gens, ils utilisent des leverage. Tu vois, par exemple, on ne shorte pas, Mhm. on ne fait pas de leverage, on refuse un peu tous les outils spéculatifs pour l'instant. Peut-être qu'avec le temps, on commencera à les utiliser. C'est même pas religieux, hein. C'est juste, je pense que comme tout, il faut passer des niveaux. Tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, bah, tu es très, très, très bon au niveau 1, puis après, tu passes au niveau 2. Et les gens, ils veulent trader avec un niveau de risque délirant, alors qu'ils n'ont pas encore appris à trader de façon sereine et consistante. Donc là, nous, on est en train de bâtir une infra sereine et consistante. Peut-être qu'un jour, je me lèverai un matin, je me dirai, vas-y, aujourd'hui, c'est le jour, on est all-in ou rien. Mm. Euh, et peut-être qu'on gagnera beaucoup, peut-être qu'on perdra, mais gagner, perdre, ça touche pas beaucoup mon stress. Ok. Je trouve que les vrais trucs stressants dans la vie, c'est les trucs que tu contrôles pas. C'est la maladie d'un proche, enfin, c'est un truc que je répète très souvent, mais j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre cet écosystème startup, surtout en France, dans lequel les gens se plaignaient tant de choses qui étaient des privilèges incroyables. Alors, je sais bien que le burn-out, etc., c'est réel. À chaque fois que je parle de ça, les gens me tombent dessus, mais il n'empêche, quoi qu'on en dise, être burn-out parce que on est diplômé d'une grande école et que son boss nous a mal parlé, Mm. je trouve que c'est quand même très, 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 très privilège oriented comparé à tes burn-out parce que tu as 3 heures d'électricité par jour à Beyrouth en ce moment. Ouais, ouais. Cet été, j'ai été 2 semaines au Liban, ça m'a remis une petite piqûre. Je me suis souvenu d'où je viens, je me suis souvenu comment les gens avec qui j'ai grandi y vivent. Et je sais très bien qu'en fait, quelle que soit ma situation, quelles que soient les emmerdes que j'ai, je suis méga, méga chanceux. Mm, mm, Et en fait, ces histoires de gens qui sont méga stressés parce qu'ils perdent de l'argent, je me dis, il ferait peut-être mieux de faire autre chose, en fait. Parce que gagner, en fait, si tu es stressé à perdre de l'argent, tu vas aussi être stressé quand on gagne beaucoup. Et à la fin de la journée, gagner et perdre de l'argent, c'est une affaire mentale. C'est une affaire de mindset. C'est une affaire d'être capable d'avoir les bonnes choses, quoi.
Non, c'est intelligent ce que tu dis. Mais ouais, j'ai compris ton approche par rapport au trading. Ouais. En fait, c'est pas vraiment. C'est plutôt sur le processus, en fait, quand tu dis que tu es serein. C'est ça que j'ai Ouais, compris, quoi. Ouais. Yes. Par rapport à donc, The Labyrinth, euh, comment tu mets à profit ton expertise avec les startups, puisque tu as quand même beaucoup d'expérience pour voir des bonnes startups, tu vois, tu as côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, certains ont raté, certains ont réussi. Comment tu mets ça à profit dans ce nouveau projet? Euh, pas du tout, je mets rien à profit. Pas du tout. D'ailleurs, tu sais, en fait, euh, je pense que tout ce que j'ai appris à The Family, je vais le remettre à profit dans la phase d'après, quand je vais me remettre à construire euh, des, euh, des, euh, des startups. Mhm. C'est-à-dire que j'ai quelques projets. En fait, à The Family, j'ai pris 5% de 200 boîtes par an. J'ai envie de jouer au jeu, de prendre 25% de 3 boîtes par an, Ouais, qui est un jeu très différent. Et j'ai envie de beaucoup plus participer à la construction de l'idée, de la vision, etc. plus impliqué, quoi. Et je pense que la façon la plus saine de le faire, c'est de prendre quelqu'un qui n'a pas d'argent et de lui donner beaucoup plus d'argent qu'il ne mérite, beaucoup plus tôt que tout le monde. C'est de faire des vrais chèques de 250, 500 000 euros de conviction très profond, en apportant une vraie vision stratégique, un vrai truc. Par exemple, je rêverais de trouver quelqu'un avec qui de faire un studio d'animation dessin animé. Je rêverais de faire un truc dans le monde des softwares pour la finance. Je rêverais de faire un truc enfin, je fais un truc dans l'hospitalité avec Christophe Delaune du domaine d'Ablon et j'aimerais bien le scaler. Donc, tout ça est possible en fait. Tout ça est vraiment. Enfin, on peut tourner tout ça, on peut mettre les choses en marche. Et à ce moment-là, je pense que mes 10 ans d'expérience à The Family vont être utiles. Mais The Family, ça n'a pas très bien fini, tu le sais. Euh, j'ai, là, je pense que c'est sympa aussi de mettre une fenêtre et d'être quelqu'un de complètement différent, de faire quelque chose de complètement différent avant d'aller repiocher avec le temps des enseignements. Euh, et c'est pour ça aussi que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme boîte qui est très, très, très loin de mes forces habituelles, qui est très loin de la façon dont d'habitude je fais des boîtes, pour apprendre de nouveaux réflexes, de nouvelles choses. Euh, Sartre a dit l'existence précède l'essence. C'est une règle que j'essaie de m'appliquer dans ma vie. J'essaie de vivre des choses suffisamment intenses et suffisamment fortes pour qu'elles changent aussi la personne que je suis et ce qui est ma définition de moi-même. J'aime pas trop être figé et me dire, ah bah voilà, je suis telle personne. Mhm. Non, je suis rien du tout. Je suis un contenant et les expériences de vie transforment ce que je suis. Et donc, toute cette expérience, elle a été sympa, mais elle a été aussi, comme toute expérience qui dure longtemps et qui est intense, elle est aussi un peu déformante. Parce qu'à un moment, tu vois, tu sais plus en fait ce qui est réel, pas réel, Mhm. etc. Prendre un peu de distance, faire autre chose intensément, ça crée un grand écart, une tension. Après, tu reviens, tu refais la même chose, mais sauf que tu reviens en ayant fait cette autre Ouais. chose. Et donc, cette expérience, allez, se mélange et se réactive. Et c'est ça qui m'intéresse en ce moment, quoi. Ce qui me fait le plus kiffer dans ce que je fais en ce moment, c'est de faire des choses que j'ai pas fait depuis très, très, très longtemps, quoi. C'est génial. D'ailleurs, j'ai passé 10 ans à The Family à dire aux gens, putain, si vous ne savez pas coder, apprenez à coder. Mhm. Quelle blague. Je veux dire, c'est tellement plus facile de coder aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais what the fuck? Genre, les outils, les gens n'ont plus aucune excuse, en fait. Mhm. Déjà qu'avant, je n'avais pas une très haute opinion des gens qui venaient me voir et qui me disaient, j'ai une idée, mais je ne sais pas faire. Dans ma tête, je me disais, ouais, putain. Mais alors maintenant, c'est carrément du mépris, quoi. C'est c'est vraiment une incapacité à vouloir. Parce qu'encore une fois, être un bon ingénieur, ça prend du temps, etc. Et bidouiller des trucs de nos jours, Mhm. euh, C'est ouais, c'est plus simple. faire une première version, c'est Ouais. devenu, mais d'une facilité avec les trucs de no-code, de Mhm, machin. mhm, mhm. C'est incroyable. Ouais, c'est clair. Non, c'est ce que j'allais dire en fait. Je pense même pas que tu aies besoin de coder pour lancer un premier truc. Tu vois, tu peux faire une landing page en 2 secondes avec System.io ou autre. C'est...
c'est pas suffisant pour faire MVP, mais je veux dire, il y a plein d'outils no-code. Donc, je pense pas que tu aies besoin de coder, quoi. Euh, Par rapport à tes autres projets, j'en ai vu plusieurs. Alors, je sais pas s'ils sont vraiment cohérents entre eux ou si tu les fais toujours, mais j'ai vu Dead Allium, j'ai vu The Piano King, j'ai vu que tu avais lancé des calls payants sur LinkedIn aussi. Alors, je sais pas si Ouais, tout ça c'est en phase C'est avec Better une. Call, c'est Better D'accord. Call Saul. Ok. Écoute, en fait, c'est pas des projets tout ça. En fait, Piano King, Ouais. c'est une démarche artistique que j'ai eue avec Sofiane, euh, que je continue de développer comme un hobby Mhm. et dont je reste un actionnaire et dont je suis très heureux de faire des choses. Mais c'est pas un métier, c'est pas quelque Ok. chose qui prend 100 heures par jour. Daidalium.com, c'est mon site perso où je mets mes réflexions. De temps en temps, j'en ai, de temps en temps, j'en ai pas. Mais pareil, c'est un hobby. Ok. Tout ça c'est dans Ouais, mes ça marche. catégories hobby. Et Better Call Ous, franchement, c'est la meilleure idée que j'ai eue pour rester en connexion avec ma communauté et en trouvant un moyen euh, de, comment dire, d'être d'être en adéquation avec ma communauté. Parce qu'en fait, mine de rien, j'ai créé énormément de relations avec beaucoup d'inconnus qui ont envie d'avoir des conseils, des machins, etc. J'avais avant une plateforme à The Family pour donner ces conseils, etc. J'ai plus cette plateforme. L'avoir remplacé par un call payant de 30 minutes, les gens prennent, ils parlent, je règle leurs problèmes, je fais ça 2 heures par jour et moi, ça m'occupe mon heure du déjeuner. C'est incroyable. Ça change tout. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ça crée un filtre naturel de qualité. Ouais. Et quel que soit le stade d'avancement des gens, ça donne des calls très intéressants. Mais tu vois, je l'ai vu comme un petit side project qui donne un peu d'argent sur le côté, avec lequel j'achète des cryptos de long terme et puis je ne regarde pas l'argent. Et donc, c'était une façon toute bête pour moi de construire ce stream, en fait. Ah, c'est marrant comment d'une simple idée, d'un petit side business, tu as quand même fait quelque chose de pas mal. Parce que c'est un peu d'argent, ça dépend pour qui, mais, euh, mais toi, tu l'as pas fait pour l'argent en fait. Toi, tu l'as fait vraiment pour parler avec des Ah, gens tout en je pense gardant qu'il un faut niveau de toujours faire les qualité. choses. Il faut toujours faire des choses pour l'argent, mais jamais que pour l'argent. Ok. En fait, c'est toujours le truc. Si tu fais quelque chose, si le seul but de ta vie c'est l'argent, bah tu fais des optimisations très chiantes. Tu vois, si le seul but de ma vie serait l'argent, je sais pas, je ferais de l'immobilier. Mais c'est chiant à mourir l'immobilier. Tu vois, j'ai pas envie de. T'as pas envie quoi. Et en fait, avoir la chance de gagner 600 euros de l'heure à s'amuser, à parler à des gens et à résoudre leurs problèmes, et sachant que c'est quelque chose que je sais faire et c'est quelque chose où je suis bon, et je pense que 80% des gens qui ont pris un call l'ont pas regretté, Mhm. ça fait plaisir, tu vois, ça te met une bonne humeur. Et Carrément. moi, je me suis dit, bah, en fait, comme j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment et que je concentre tout sur le labyrinthe, bah, en fait, avoir 600 balles, 2 heures par jour, ça fait 1200 euros tous les jours, 6 jours Mhm. par semaine, avec lequel je peux acheter une crypto à laquelle je crois sur le long terme. C'est une façon de me dire, en fait, ce temps, soit j'ai raison et cette crypto va exploser et c'est une façon de valoriser mon temps, soit cette crypto va pas exploser et va baisser et je me dis, bah, cette façon de l'argent, je l'aurais fait de façon gratuitement. Mhm. Et donc, tu vois, je me crée un modèle mental où je me dis, c'est gagnant-gagnant, en fait. Gagnant parce que ça me donne une liquidité de long terme et gagnant parce que ça ne me met pas dans une situation où je me dis, ah, j'ai pris de l'argent, de la sueur. C'est peut-être un peu con, hein, mais je trouve que on se comporte pas avec l'argent de la même façon, de la façon dont on le gagne. Et donc, si on gagne de l'argent en s'amusant, on peut être un peu spéculatif avec. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il a, il a plus de saveur. Exactement. En fait, tu maximises le couple rentabilité-plaisir. Donc, c'est intéressant. Exactement. Tandis que d'autres personnes, voilà, vont peut-être un peu trop sur l'argent et donc ont plus de plaisir. C'est bon à savoir. Ouais, après, gloire à eux, hein, tu sais. Et je veux dire, Ouais, chacun son truc, ouais. après, tout ça, c'est compliqué comme question parce que moi, je rêverais d'être milliardaire pour, euh, pour le côté amusant que ça a, de ne plus avoir aucune limite
entre ton imagination et tes réalisations. Donc ça me donne envie. Après, je vois bien que si le prix de ça, c'est de faire quelque chose qui me fasse chier à mourir, bah, j'y arriverai pas. Ouais. Parce que moi, quand je m'emmerde, je suis comme une pierre, je bouge pas, je suis lourd, je suis imbougeable. Donc, je suis un peu embarrassé, quoi. Je vois bien que j'ai pas l'éthos Hmm. pour faire un SaaS B2B qui... Tu rendras milliardaire. tu vois, par exemple, je parlais hier avec un mec là, de Figma. Hmm. Il me dit, ouais, c'est génial, je rêverais de faire une boîte comme ça. Et dans ma tête, je me disais, mais non, mec, c'est évident que tu n'en rêves pas. Figma, c'est une sueur et un travail. Alors, ils ont l'air, eux, passionnés par les outils de designer, etc. Et tant mieux, tu vois, c'est génial. Hmm. Mais pour être passionné par ce sujet-là, faut quand même se lever tôt, hein. Enfin, Ouais, c'est clair. c'est pas tout le monde qui est passionné par ça, quoi. Non, c'est sûr. Alors peut-être qu'ils rêvent en fait du résultat quand ils voient ce que devient Figma, mais pas forcément du processus pour y arriver, quoi. Ouais, bah ça, je trouve ça dur. Je trouve que les gens qui sont résultat-driven, Hmm. je trouve que c'est un bargain très dangereux. Parce que autant sur le processus, tu peux avoir beaucoup de garanties, autant sur le résultat, Ouais, c'est plus incertain. Ouais, quand ça marche, c'est cool, hein, mais c'est quand même très courant que ça marche pas, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. J'ai envie de te parler d'un sujet, c'est que sur l'interview avec Théo Lyon, d'ailleurs, qu'on salue, tu disais qu'il y avait toujours de la place euh, dans 100% des marchés pour rentrer. Et j'ai envie de te demander euh, comment tu fais dans des marchés qui sont quand même super compliqués, où il y a besoin de beaucoup de capital. Par exemple, tu parlais d'une compagnie aérienne, je ne sais pas si tu rigolais d'ailleurs, mais comment tu ferais, tu vois, dans ce genre de marché qui est quand même, qui a l'air quand même assez compliqué pour te démarquer, là où il y a des acteurs qui font des choses super, qui sont pas chères. Je pense par exemple à Ryanair dans les compagnies aériennes. Voilà, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Euh, Écoute, en fait, je pense que, je pense qu'il y a toujours de la place. Ouais. Ça, parce qu'en fait, les gens ont du mal à comprendre comment les marchés fonctionnent. D'abord, un marché, c'est vivant. Euh, Tu peux avoir une taille de marché comme ça et te battre pour cette taille de marché. Et puis, tu peux venir ici et en créer une comme ça. Alors, ma compagnie aérienne, non, c'est pas une blague. Après, je suis pas sûr que je suis la bonne personne pour la créer. Et surtout, un truc que j'avais pas vu venir, c'était l'hystérie écologique autour de l'avion. Ok. Parce que je suis en train de construire, enfin, ma vision, c'est de construire la compagnie aérienne la moins écolo du monde. Donc, D'accord, ouais, c'est pas. Ouais. peut-être que je Peut-être sonne voir quoi. faux et Peut-être pas mettre ça sur que la headline de la page, quoi. Je sais pas. j'ai peut-être 30 ans de retard sur le sujet, quoi. Mais mon idée, c'est de dire, quel que soit le marché dans lequel tu es, il y a toujours une façon de l'aborder avec un nouvel angle. Et, et la vie me le prouve tout le temps. Par exemple, Zenly, qui s'est fait fermer récemment par Mm, Snapchat, mm, mm. histoire très triste. J'ai rencontré un, j'ai rencontré un entrepreneur qui fait la version B2B de Zenly. Je ne savais même pas que ça existait. Et il fait, grosso modo, c'est la même chose que Zenly, moins des emojis en moins et le côté fun et social en Ouais. moins. Plus sérieux, Et quoi. ça permet, par exemple, de traquer des ouvriers sur un champ pétrolier ou des trucs comme ça. Et il fait 400 ou 500 millions de chiffre d'affaires cette année. D'accord. Et c'est bootstrappé, il n'a jamais levé de fonds. Et en fait, tu vois, qui aurait pu imaginer que Zenly avait ce marché-là? Pas moi. Hmm. Moi qui elle m'a raconté des trucs et il m'a raconté des trucs, j'ai rien compris. Et il m'a dit, ouais, t'es français. Je dis, ouais. Je fais, bah, c'est comme Zenly. Tu vois. En B2B, Putain, quoi. Ouais. mais j'étais là, mais comment il connaît Zenly, quoi? Ça m'a trop fait rire. Donc, excuse-moi. Pas de Donc, en souci. fait, le sujet, c'est que quand tu rentres dans un marché, la question, c'est quelle est ta capacité à créer une histoire et de créer une narrative qui fait que tu as un droit d'existence. Ryanair, leur narrative, c'est que 9 personnes sur 10 qui ont pris Ryanair ont pris l'avion pour la première fois de leur vie. Donc, ils ont créé un tout nouveau marché. Ils n'ont pas été concurrencés, les compagnies aériennes. C'est vrai de tous les sujets. Tu pourrais créer une boisson gazeuse. Il y a de la place pour créer des boissons gazeuses. Tu peux créer, je sais pas, qu'est-ce qui a l'air très, très concurrentiel. Mais ce que les gens oublient, c'est que souvent, quelque chose de très concurrentiel, ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent. Et que vaut mieux
lancer une boîte dans un marché overcrowd que lancer une boîte dans un marché où il n'y a personne. Mais la question, c'est est-ce que la concurrence est destructrice de valeur ou est-ce qu'elle est créatrice de valeur? Et ça, c'est la décision du CEO. Certains CEO sont destructeurs de valeur et certains CEO sont créateurs de valeur. Et ce n'est pas la concurrence en soi qui est créateur-destructeur. C'est la façon dont le CEO se comporte par rapport à la concurrence. Hier, j'ai fait un Better Call Saul, justement, avec des types qui sont dans une situation très classique. Ils ont une boîte qui marche, qui cartonne, qui est bootstrappée. Ils sont en croissance comme ça. Ils sont passés de 0 à 5 millions de chiffre d'affaires par mois. Et en face, il y a un mec qui débarque dans leur marché, qui a vu ce qu'ils faisaient, et qui débarque avec des moyens illimités, parce que c'est une sorte de milliardaire crypto, il a de l'argent magique de la D'accord. crypto. Et donc, il a le cheat code. Ouais. Et il est en train de mettre l'argent magique dans le marché pour leur supprimer tous leurs clients. D'accord. Et ils sont en obsession de lui. Et donc, ils pensent à lui, ils se lèvent le matin, ils pensent à lui et tout. Tout l'enjeu de mon call, c'était de leur dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez faire que ce mec ne peut pas faire? Ah, bah c'est vrai, en fait, on dépense beaucoup d'argent sur Google, mais ça ne marche pas de toute façon. Et il a plus En d'argent fait, qu'eux, donc. on devrait faire des stratégies de micro-influence. À chaque fois qu'on en fait, ça cartonne. Mais on dépense tellement d'argent sur Google qu'on n'a pas le budget pour le faire. Hmm. Je leur dis, bon, bah, super, on va jouer un jeu. On va arrêter les conneries et puis on va se concentrer. Puis 4 semaines après, ils reprennent un call, ils me disent, putain, tu vas jamais le croire, notre bénéf a fait plus 80% en un mois. Je savais même pas que c'était possible. Et là, je me suis dit, vraiment, les calls, c'était pas cher. Euh, Et en fait, ce qui est incroyable dans cette démarche, c'est que la seule chose que ça m'a pris, c'est de leur dire, là, il y a le concurrent, il y a les règles du jeu, et à ces règles à lui, vous perdez. Bon, bah, très bien, allons jouer le jeu ailleurs et créons nos propres règles. Et les gens sont tellement, tellement, tellement obsédés par ce que les autres font, tellement dans la comparaison, tellement à toujours regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qu'ils pourraient faire mieux, moins bien, je sais pas quoi, qui ne se rendent jamais compte que le but du jeu, c'est surtout de jouer la partie dans ses propres règles. On est dans un jeu ouvert, tu as le droit de réécrire les règles. Et quand tu réécris les règles, la concurrence, ça n'existe plus. Et la règle de il y a toujours de la place devient réelle. Ok, ouais. Alors, ouais. Alors, je sais pas si c'est très simple à mettre en pratique, mais. Parce que là, c'est vrai que tu as donné un exemple. Alors, ils ont changé un petit peu dans l'exemple que tu as donné. Ils ont changé leur canal d'acquisition. Mais, Ouais, ouais, alors, tu vois, pour reprendre l'exemple de Ryanair, tu disais que 9 personnes sur 10 qui avaient pris Ryanair, en fait, ils avaient pris l'avion pour la première fois de leur vie. Donc, ça me fait penser, de toute façon, Ryanair, c'est évident, mais ils ont baissé les prix tout en faisant pas de ouais. la merde. Et, euh, et quand tu disais que la concurrence peut détruire ou créer de Tu la connais le valeur, business model de Ryanair? bah, ils vendent des avions pas chers, et puis, enfin, des billets d'avion pas chers, et puis ils upsell, j'imagine. Non, Pas du évidemment. tout. Je te laisse m'éclairer. Ils vendent des sponsorings de villes. Ils se font payer par les villes pour ramener des touristes. D'accord. Ok. Je Donc, quand tu fais un vais essayer Ryanair d'expliquer là. Luton-Budapest, Ouais. la communauté de Budapest paye Ryanair pour ramener des gens. Et donc, en fait, Ryanair n'est pas dans la vente de billets d'avion. Il est dans le développement économique des villes. Et c'est D'accord, je comme ça savais qu'ils pas, arrivent, ouais. Ok. à gagner de l'argent. Les upsells, le fait de niquer et tout, ça, c'est juste de l'extra. D'accord. Ok. J'étais pas au courant du tout, tu vois. Pourtant, j'aime bien cette boîte, Et mais tu vois, ok. et ben justement, ce qui est marrant, c'est que ça te montre qu'en fait, un business model, Il est c'est avant maniable. tout une décision stratégique. Et une décision stratégique peut complètement redéfinir un marché. Tout Ouais, le c'est monde vend clair des que. billets d'avion. Eux, ils vendent quelque chose d'autre. Tu l'as vu la scène McDonald's dans le film Le Fondeur? Ouais, avec l'immobilier, avec son comptable. Ouais, Ouais. exactement. Mais ça, les gens sous-estiment l'importance de ça. En général, si dans un marché, ça ne marche pas à cause de la concurrence, Uhum. c'est qu'il y a quelque chose que tu peux changer dans ton business model pour que ça marche. Modulo que ton produit est bon. Oui, oui, oui. Ça, hein. Modulo que les gens veulent des burgers McDonald's. Ouais. Sûr que si les burgers sont dégueulasses et que personne ne veut venir manger,
Tu vas pas faire une boîte immobilière réussie. Mais Ouais. à partir du moment où ton produit est bon, la façon dont tu vas créer de la valeur et capter de la valeur, elle peut être très, très, très différente. Et ces innovations de business model, c'est des innovations assez invisibles dont les gens n'ont pas forcément conscience et qui pourtant libèrent des gisements de valeur immenses. Parce que d'un seul coup, tu opères dans un marché à côté des autres et tu crées de la valeur sans que, tu vois, Air On France n'est avance, pas en quoi. faillite parce que Ryanair est là, hein. Je sais que les mecs de Air France adorent raconter ça, mais ils mentent, hein. Air France, ils sont dans la merde parce que c'est des branques. C'est Il n'y tout, a pas quoi. de, il y a pas de débat. Ok. Et comment tu fais pour essayer de trouver ces gisements de valeur qui sont pas forcément évidents à trouver du premier regard, puisque forcément, personne les a vus. Bah, ça, il y a qu'une seule façon de faire, hein. C'est apprendre, se documenter et aller au fond des choses et décortiquer. Et tous les gens que je connais qui sont bons à ce sujet-là et qui... D'ailleurs, c'est une des valeurs des VC de la Silicon Valley qui est assez cachée, c'est qu'ils ont vu tous les business models et ils sont bons à structurer de la valeur. Et donc, évidemment que ça fait partie... La seule façon de faire, c'est d'avoir tellement de data points, tellement d'exemples, Ouais. etc., que le jour où tu réfléchis à ton propre problème, tu es plus ouvert et tu peux voir en dehors de trucs. Mais c'est une forme de créativité qui crée des vraies différences et qui crée des vrais avantages comparatifs. Mais c'est pas le seul avantage. Je suis désolé, il y a un bébé qui, là, qui me fait trop rire. Et je crois que sur Zoom, on les entend pas, les bébés, n'est-ce pas? On l'entend un petit peu, mais peut-être qu'après, ça va être Ouais. coupé, ouais. Tu sais qu'ils ont mis une feature pour filtrer les voix d'enfants? Ouais, ouais, ouais. Ah oui? Ouais, Ok. pour les calls. Ah, ils sont bons, hein. Non, là, Euh, on n'entend pas beaucoup, ouais, mais de temps en temps, un petit peu, mais voilà, c'est pas... Ça va, on s'en remettra. et donc, ce que je disais, c'est que c'est une forme de gisement de valeur, Mhm. c'est pas la seule. Mais si tu réfléchis, une boîte, c'est quoi? Une boîte, c'est pour faire une boîte très successful, il faut innover sur quelque chose. Donc, tu peux innover sur le business model, tu peux innover sur la distribution, tu peux innover sur l'acquisition, tu peux innover sur le marketing, tu peux innover sur le storytelling. Euh, il y a un exercice que j'adorais faire quand j'étais prof à l'université, c'était de prendre des objets achetés 1 dollar et dire aux étudiants de les vendre sur eBay. Et dans ce cas-là, c'est juste qu'un sujet de storytelling. Parce que c'est le même objet, toute la Mhm. classe a le même objet, et pourtant, il y a des gens qui vont faire 100 dollars et des gens qui vont faire 10 dollars. De la même façon que si tu donnes les mêmes ingrédients à tout le monde, il y a des gens qui font un gâteau qui est dégueulasse et des gens qui font un gâteau qui est très bon. La variabilité que tu peux avoir à faire un gâteau est la même dans la variabilité que tu peux avoir à faire un business. Récemment, je pensais à un type qui me fascine, c'est Jack Mus. Ok, Euh, je connais pas. Jack Mus, le créateur de mode. Ok. Ah, d'accord. Il a une marque de mode indépendante et il a cassé tous les codes et il gagne plus d'argent que beaucoup de son domaine parce que il a compris des choses en marketing que personne n'a compris. Mais Jack Mus, à la fin de la journée, il coupe du tissu, il fait des pop-up et il vend des sacs à main, quoi, tu vois. Il n'y a Hmm. pas, il y a pas d'innovation sur l'objet. Et pourtant, tu pourrais te dire, ah, à côté d'un Dior, machin, est-ce qu'il y a la place pour un Jack Mus? Et Jack Mus a pris sa place en quelques années. Et parce qu'il est qui il est, et il est capable de faire des choses extraordinaires, quoi. Et ça, les gens veulent pas, les gens veulent pas admettre ça. Souvent, les gens me demandent, c'est quoi le secret pour réussir? Et la réponse, bah, c'est d'être quelqu'un de génial. Mais travailler sur soi, les gens veulent pas. Ils croient qu'en fait, les gens qui ont réussi, ils ont un secret ou une méthode. Souvent, c'est pas un secret, une méthode. Souvent, c'est une histoire de vie qui s'incarne dans quelque chose. Hmm. Ouais, c'est les planètes qui Et s'alignent c'est et bien puis... parce on l'accepte dans des domaines, tu vois, par exemple la cuisine. hmm. Dans la cuisine, on voit bien qu'il y a des gens plus talentueux que d'autres. Ouais. Ils ont été dans les mêmes écoles, et machin, mais ils ont quelque chose. Ça étonne personne. Pourquoi dans le business, ce serait différent? Bon, alors après, peut-être que les cuisiniers, ceux qui réussissent ont peut-être plus bossé que les autres.
Peut-être je sais pas Mais si le talent, non, ça suffit, tu vois. il y a des cuisiniers qui sont des gros feignants, c'est connu. Comme il y a D'accord. des tennisman qui sont des gros feignants. Tu vois, Federer a pris sa retraite récemment. Mhm. J'ai écouté une interview de son coach. Et son coach disait, c'est le pire que j'ai eu de ma vie. Il a un poil dans la main, il veut jamais s'entraîner, il est insupportable. Tu t'attendrais pas à ça sur Federer. Tu vois. Oui, c'est clair. Nadal, tu parles à son coach, il te dit, c'est le mec le Ouais, plus il travaille. discipliné du Ouais, monde, c'est un gros bourrin. C'est ça, la vie. En fait, les gens pensent qu'il y a une réponse aux choses. Il n'y a pas une réponse. Il y a des milliers de chemins, il y a des Mhm. milliers de façons, il y a des... Et souvent, quand tu essayes de jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre, ça marche jamais. La vie te distribue des cartes et en tirer le meilleur parti, c'est méga important. Mais si tu essayes de jouer avec les cartes de quelqu'un d'autre, ça marche jamais. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Chacun a ses forces, ses faiblesses, et puis il faut jouer en fonction. Est-ce que tu as des conseils d'ailleurs pour identifier ses forces et ses faiblesses, pour identifier un petit peu les compétences prioritaires qu'on devrait travailler? Alors ça dépend peut-être de son projet de vie, ça dépend de plein de choses, mais je sais pas si toi, tu as fait ce travail de développement personnel. Écoute, oui et non. Jamais en l'appelant ainsi, Mhm. mais souvent quand j'écoute les conseils là, de développement personnel, je me rends bien compte que la plupart des choses, je les ai faites. Mais je trouve que la démarche Ouais. consciente de développement personnel, elle est un peu chelou. D'accord. Euh, Parce qu'en fait, encore une fois, l'action précède l'essence. Mhm. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent travailler sur leur essence, alors qu'il faudrait travailler sur leurs actions. Par exemple, tu vois, il y a des mecs qui viennent me voir, ils me disent, ouais, j'étais à un séminaire, j'ai compris qu'il fallait que je prenne des risques. Et donc là, je réfléchis aux risques que je vais prendre. C'est vrai que ça paraît Je dis, un ah peu. ouais, Ouais. je crois qu'il y a une étape ou deux de trop là. Mais c'est pas grave, écoute, fais comme tu veux, en fait. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont si mauvaises à rentrer dans l'action? Ça, c'est un grand mystère. Ça, c'est. Peut-être Et ça, culturel. c'est une inégalité. Tu sais, tu as des inégalités. Il y a des gens plus grands que d'autres, Mhm. il y a des gens plus gros que d'autres, il y a des gens plus beaux que d'autres, et puis il y a des gens qui ont plus des initiatives que d'autres, quoi, en fait. Et d'ailleurs, on le voit, je veux dire, moi j'ai plein de neveux et nièces, je vois ceux qui sont entrepreneurs et ceux qui ne le sont pas. Hein. C'est fou. Hein. Après, c'est une question de nature humaine, je pense. Tu vois, Bah, il y a un vrai sujet de nature. Alors, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais il y a des choses, faut quand même avoir un petit sparkle, quoi. Ouais, ouais. Non, je pense que la capacité à passer à l'action, c'est vraiment peut-être une question de peur aussi et une question d'habitude. Si tu as l'habitude de passer à l'action plutôt que d'intellectualiser trop. Ouais, mais tu vois, on revient toujours à la même chose. La question, c'est pourquoi les gens qui passent à l'action, ils n'ont pas eu peur au début, quoi. Je veux bien que ça compound pendant des années, mais Ouais, il faut ouais, il y a un bien que ça départ. démarre quelque part. Ouais. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas si tu as plus réfléchi que ça à la question, mais là, Bah, à c'est chaque vrai que fois que j'y c'est. réfléchis, j'ai une réponse qui est pas sympathique. Et donc, je me dis, bon, est-ce que c'est si important que ça? De toute façon, encore une fois, hein, la vie est compliquée. Moi, j'ai vu des gens se réveiller à 50 ans. J'ai vu des gens changer de vie de façon incroyable très tard, sans trop Ouais, tout savoir existe, hein. pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et toi, j'ai l'impression que. Récemment, Vas-y, vas-y. j'ai rencontré une nana qui était le modèle type de la bourgeoise. Elle a été faire ayahuasca, elle a changé de vie. Donc, tu vois, il y a peut-être des gens, ils prennent des drogues et ils se réveillent. Ou, tu Un sais déclic, quoi. quoi. Un déclic. Un déclic, ouais. Ouais, ouais, ouais. Toi, j'ai l'impression qu'une de tes compétences une de tes plus grandes forces, en tout cas dans ce qu'on voit, c'est quand même ton storytelling. Euh, donc j'ai envie que tu nous parles un peu de storytelling. Alors tu vas me dire que c'est instinctif, etc. Voilà, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu te mets en place? Est-ce que tu auras des conseils? Parce que voilà, à chaque fois que tu racontes un truc, il y a une histoire derrière. C'est toujours bien fait, c'est toujours voilà, il y a une belle structure, même Bah, si tu fais pas écoute, forcément exprès. Donc je pense que le meilleur conseil de storytelling, c'est qu'il faut démarrer, quoi. Il faut, euh, il faut se mettre à tell stories. Euh, alors, je pense qu'il y a quand même un grand sujet d'empathie dont j'ai pris conscience récemment. Euh,
Et ça, j'en ai pris conscience en faisant Better Call Saul. Mhm, Parce que il y a des mecs qui prennent des calls, ils payent 299 euros pour 30 minutes, mhm. et ils parlent 29 minutes et 45 secondes. Ok. Et je me dis, ces gens-là, en fait, tu m'étonnes qu'ils sont nuls en storytelling parce qu'ils n'ont aucune empathie. Donc, la base de storytelling, c'est de faire l'effort conscient d'essayer de sentir la personne avec qui tu parles. Ses réactions, est-ce qu'il est toujours avec toi, est-ce qu'il est concentré? Et comprendre des choses de base. C'est que l'attention, elle est pas infinie, qu'il faut amener les éléments au bon endroit, qu'une bonne histoire, c'est une histoire qu'on peut répéter. Et donc, en fait, c'est méga important de réussir à sentir son audience, à connecter avec son audience, que ce soit une personne ou une salle. Et, euh, et en fait, cet exercice d'empathie, on peut tous le faire en se mettant à la place. Tu sais, tu t'enregistres quand tu racontes une histoire et puis tu regardes et tu te dis, oh là là, qu'est-ce que je suis Compliqué chiant. là. Ouais. Et ce miroir, il est assez simple à faire en fait. Et je pense que déjà, si les gens passent cette étape, tout le reste, c'est que de la fioriture. Parce qu'après, tout le reste, c'est de la technique, c'est du chaînon narratif. En plus, il commence à y avoir des vrais cours de storytelling qui sont en train d'émerger. Moi, je réfléchis un peu de temps en temps, je me dis à quoi ça ressemblerait un cours de storytelling. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui vont émerger, mais ça ne sert à rien d'aller choper les techniques si tu n'as pas la base fondamentale qui est l'empathie et la capacité à sentir ton audience et à sentir la personne avec qui tu parles au moment où tu parles. Est-ce que tu as des conseils pour ça? Parce que je sais que, enfin, tu racontes souvent ça, que la première fois que tu es monté sur scène, tu t'es évanoui. Donc, Ouais, j'imagine que c'est voilà, donc c'est pas venu de manière innée. Donc, est-ce que tu as des conseils pour ça? Parce que quand même, tu as une belle progression là-dessus. Euh, ouais, alors il y a deux sujets différents, hein. Il y a le track et le storytelling. mhm. C'est vrai que moi, la première fois que je suis monté sur scène et la deuxième fois que je suis monté sur scène, Deuxième fois j'ai pas eu aussi, de ouais. problème de storytelling. J'ai eu un problème de track. Ouais. C'est deux sujets différents. Tu peux avoir du track et être un bon storyteller, tu peux avoir du track et être un mauvais storyteller. Tu peux avoir du track Tu peux enfin, ou avoir du, l'inverse, tu tu peux avoir vois. du track et être un bon storyteller. C'est-à-dire que le track te permet, pour moi, le track, en fait, Tu t'empêche as la d'être un bonne bon storyteller. histoire, mais tu n'arrives pas à l'exprimer. Mais Hmm. pourtant, t'as la Ouais. bonne façon de penser, etc. Donc, le passage sur scène, c'est encore autre chose. Moi, j'ai vaincu mon track Hmm. par la pratique. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait, quand tu fais quelque chose beaucoup, beaucoup, bah, il y a un moment, ça part. Ouais. Et donc, bah, d'affronter de front cette peur, en fait. Euh, Quant au storytelling en lui-même, je pense que la meilleure façon d'apprendre l'empathie, c'est de se regarder. C'est de se regarder, regarder les autres. C'est de voir est-ce qu'on est conscient ou pas de son audience, est-ce qu'on a écouté quand on nous a parlé, est-ce qu'on a pris les bonnes pauses. Et c'est juste de se regarder comme n'importe qui dans le public. Il y a des choses simples Euh, alors. ouais, exactement. Et en fait, à mon avis, ça, c'est un processus récursif qui aide beaucoup à progresser très vite. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Je suis en train d'y penser là. C'est vrai qu'on c'est pas forcément des choses auxquelles on pense toujours, quoi. Donc, est-ce que tu as d'autres conseils? Alors, il y a l'empathie, d'accord. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres conseils? Parce que peut-être dans l'histoire en elle-même, comment la structurer, tu vois, comment mettre les éléments, ou peut-être que tu penses pas, même si j'en doute. Le conseil le plus structurant, c'est d'apprendre la structure la plus Basique. connue, Ouais. basique de, du storytelling, qui est le, la structure narrative des contes. Euh, les contes de fées ont toujours la même structure narrative, introduction, éléments déclencheurs, Mhm. qu'on a appris au collège en français, Ouais. péripéties, résolution et conclusion. Vraiment, c'est la meilleure structure de storytelling possible. Et quand on la maîtrise, après, tout n'est qu'une variation de ça. Mhm. Donc, Ouais. vraiment se concentrer là-dessus.
la maîtriser. Et après, c'est comme quand tu fais de la musique, quand tu maîtrises très très bien tes gammes, et bah, tu peux te permettre de faire des choses autour Ouais, de ça, quoi. tu peux commencer à créer, quoi, et puis à te développer, à progresser. Ça marche. D'ailleurs, en parlant de Mm. progrès, comment toi tu progresses? J'avais entendu dans une interview il y a assez longtemps que tu prenais un compte Twitter et que tu suivais des experts dans une thématique. Alors déjà, est-ce que c'est Ouais, vrai? Est-ce que ça marche? Moi, j'avais ouais, ouais. essayé. Alors c'était pas mal, mais c'était quand même réduit sur ces personnes, donc je sais pas. C'est le but. Ouais, non, mais je sais pas. C'était un peu toujours Ouais, ouais. pareil, donc j'avais pas C'est l'impression le de but. progresser forcément, quoi. Ben non, mais c'est le but. C'est tout le but. Mais c'est de là d'où vient le progrès, en fait. C'est que si à un moment tu veux t'intéresser à un domaine, Mhm. suivre les gens les plus experts du domaine et ne suivre que ça et ne parler que de ça, et jusqu'au point où tu en es complètement rassasié, c'est Mhm. la meilleure façon de progresser. Mais non, moi je trouve que alors, c'est une technique que j'utilise encore, Ok. que je trouve qui marche incroyablement bien. Je l'ai encore utilisé là récemment euh, sur un sujet méga précis, qui est le sujet des, de la crypto et du trading crypto. Mais c'est incroyable ce qui est produit par jour sur Twitter. Enfin, c'est qui ces gens? Et en plus, c'est toujours improbable parce que tu as des gens, comme l'algo de Twitter, va chercher des gens qui produisent des choses et que une fois qu'il a été biaisé dans ton graphe Hmm. et qu'il se rend compte qu'il y a un sujet qui t'intéresse, bah, il va te chercher Il des va te choses pousser des trucs, ouais. dont, ouais, tu vois, moi, tous les jours, je suis là en ce moment sur mon compte Twitter de crypto. Je vois des tweets qui ont 3 likes, 4 likes tous les jours et qui sont des golden nuggets, quoi. Donc, et C'est une après, tu peux pépite, ouais. leur parler, ces gens. Ces gens, ils ont 10 followers. Quand tu leur écris un message avec ton compte officiel, pour le coup, ils sont trop contents de te répondre. Euh, c'est facile, quoi. Non, mais ça, c'est vraiment une boucle. Ok. Je pense qu'il n'y a pas un sujet là Je me sur les Terre où confirme en j'aurais pas. direct. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas un sujet sur Terre là en ce moment où tu peux pas te créer la liste des 25 meilleurs experts en 3 mois, quoi. Non, c'est clair. Et alors, ça prend combien de temps à peu près? Enfin, alors ça dépend du sujet, j'imagine, mais c'est quoi? C'est tu prends un sujet sur ton compte et tu le ponces pendant quoi? Un mois, deux Ouais, mois, ou alors plusieurs trucs en même temps, pas ça forcément? dépend. Ça dépend. Il y a des choses, tu les ponces vite. Il y a des comptes, je les suis depuis. Par exemple, je m'en étais fait un assez marrant euh, où j'ai suivi tous les experts de l'IC community américaine, Ouais. Intelligence Community. Mhm. Euh, Bah, tu vois, lui, ça fait 4 ans que je le Tu follow, l'observes. enfin, je l'observe, et je m'en suis toujours pas lassé, quoi. D'ailleurs, je trouve que c'est un niveau d'information tellement plus sympa que la presse qui raconte n'importe quoi, tellement plus subtil, détaillé, etc. C'est assez sympa, quoi. Ouais, Surtout c'est avec la c'est- guerre c'est un en autre Ukraine et angle. tout. Mm. Ces gens tu vois, ils sont embrasés, quoi. Donc, et c'est fou, en fait, que sur un sujet, tu vois, secret défense, intelligence community, il y a autant de sources publiques et d'agents et de. T'imagines le nombre de ex-CIA, ex-NSA, ex-je sais pas quoi, qui sont sur Twitter et qui toute la journée parlent entre Ils eux racontent leur truc, avec ouais. 200 à 200 followers et ils sont dans des niveaux de précision technique. Genre, quand il y a eu le. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Donald Trump, là, quand il a eu son indictment à Delmargo avec le FBI, Ouais. Perquisition et tout, bah moi, dans ce Twitter-là, j'avais 5 agents du FBI démocrates euh, qui étaient assez amers du truc en disant, bon, bah, j'aime pas Trump, mais j'avoue que là, on est en train de dépasser le n'importe quoi, quoi. Et qui donnaient des arguments méga techniques à partir des affidavits, je sais pas quoi, des actes d'accusation. Ils prenaient les paragraphes, la façon dont c'était rédigé. Ils faisaient référence à des lois constitutionnelles. Il y a des avocats qui venaient leur parler, etc. Mhm. Et tu te dis, mais c'est. Alors que quand tu regardais la presse, c'est le grand méchant Trump a enfin la police à sa porte. Ouais, bien sûr, ouais. Et, et ça, c'est quand même sympa d'être dans ce niveau de subtilité et de comprendre un peu mieux les dynamiques, quoi. Ah, tu m'étonnes. Et est-ce que de faire ce genre de choses, ça te défocus pas de ton projet principal? Par exemple, tu vois, là, ici, là, c'est quand même complètement autre chose que ton projet avec le labyrinthe, par exemple.
Ouais. Après, il faut avoir des loisirs, hein, tu sais, tout est Ouais, c'est question de. ouais. Question, c'est Je encore pense, loisir, moi, quoi. ouais, ouais, c'est des loisirs, tout ça. Et il faut. C'est quoi l'équilibre? Tu vois, par exemple, c'est quoi l'équilibre loisir-travail? Moi, je suis à 50-50. OK? 50-50 en termes de temps ou en termes dans ton Ouais, cerveau? En termes de temps. 50-50 en termes de temps. Ok. En termes de temps, ouais. Euh, Il y a des moments, je suis à 30-70, loisir-travail. J'essaie de Hmm. jamais descendre en dessous de 30. Je trouve que toutes les fois de ma vie où je suis descendu en dessous de 30, les 70 n'ont pas été plus productifs à 80-90. D'accord. Et par exemple, il y a une règle que j'ai instaurée il y a très très longtemps. Par exemple, je prends des 100% de mon temps du dimanche et du temps loisir. Donc j'ai un cycle complet le dimanche. Et ça m'a fait un très très beau reset mental. Euh, donc tu vois, puis ça permet d'avoir tellement de loisirs le dimanche que tu peux avoir un peu plus de travail la semaine. C'est pas un équilibre de 50-50 Bien sûr, bien journaliers. sûr. Ouais, c'est un équilibre global. Et C'est à la semaine. c'est un équilibre global, ouais, 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 ouais. exactement. Et ça, par exemple, j'essaye de le. Ça, c'est un truc que je traque et j'essaye d'être à peu près cohérent là-dessus. Euh, Ouais. Après, j'ai remarqué, tu vois, là, j'ai eu un cycle. Euh, j'ai pas fait grand-chose pendant 3 mois, de janvier à mars. Hmm. J'ai pas beaucoup bossé. Euh, non, non, c'est plutôt de novembre à fin janvier. Donc là, j'étais à 100% loisirs, 0% travail. Euh, Ça m'a gonflé. Je me suis rendu compte qu'à l'inverse, quand je descendais en dessous de 50% de travail, je me sentais pas très bien. Ok. J'ai, j'ai quand même besoin. J'aime bien l'idée de De faire des produire. choses, Hmm. de produire, ouais, Ouais, de ouais. produire du travail. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, Je partage donc ça. après, c'est des trucs, il faut être un peu expérimental, hein. D'ailleurs, on m'a dit, un coach m'a dit un truc méga intelligent là cette semaine. Il m'a dit tout le monde est obsédé par ce qu'il doit faire plutôt que par ce qu'il veut faire. Et en fait, ce que tu peux faire, il y a une infinité, alors que ce que tu veux, il y a un nombre limité. Et j'aime bien ce raisonnement. Tu vois, il dit, les choses où tu es mauvais, il y a une infinité de choses auxquelles tu es mauvais, et il y en a très peu auxquelles tu es bon. Mhm. Si tu travailles que ce que tu es bon, tu compounds. Alors que si tu travailles sur ce que tu es mauvais, tu te perds dans l'infini des choses où tu es mauvais. Hmm. Et c'est la même chose. Il y a une infinité de choses que tu peux faire, mais il y a très peu de choses que tu veux profondément. Et entraîner le désir et l'envie comme on entraîne un muscle, en faisant des expériences et en développant cette feedback loop, Ouais. et bah, c'est super profond. Et moi, j'ai compris il y a quelques années que cet équilibre. En plus, pour le coup, j'ai été très con pendant des années, de l'âge de, je sais pas, de 20 25 ans. Franchement, 20 25 ans, c'était pas des très bonnes années. J'ai pas été très bon. D'accord. J'ai fait Qu'est-ce que t'as n'importe fait? quoi. Et T'as fait notamment, quoi avant 25 ans? j'ai trop travaillé, en fait. J'ai D'accord. beaucoup trop travaillé. Et en fait, je me rends compte que j'aurais travaillé 2 fois moins. Je pense que j'aurais 3 fois plus de résultats. J'étais épuisé, mais je ne m'en rendais pas compte. Et j'avais cette culture du grind, tu vois, tu vas chercher et tout. Et en fait, bon, c'est sûr que ça a développé des muscles. Ça, je reconnais qu'en termes de productivité et tout, tu vois, tu Mhm. développes des muscles. Je me demande à quel prix. Je me demande qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été un peu plus intelligent là-dessus. Ah bah ça, Et, c'est... et à 25 ans, j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et pour le coup, je trouve que j'ai eu mon cycle 25-35, je le trouve très brillant. Hum. Sans me jeter des fleurs, ce que j'ai réussi à faire et tout, quoi qu'en disent les gens, euh, moi, je suis content. Je suis très, très content de mes C'est le 10 ans de faire. principal. C'est le principal. Voilà. Et notamment parce que je trouve que j'ai trouvé un bon équilibre. Ouais. J'ai pas sorti des 10 ans épuisé, lessivé. Tu vois, c'est cool. C'est cool de pouvoir courir un marathon à un rythme effréné. Tu m'étonnes. T'as le bon couple vitesse et intensité, quoi. Ouais, exactement. Euh, Ça marche. Pour en revenir à comment tu progresses, donc tu as cette technique avec les comptes Twitter. Est-ce que tu as d'autres méthodes, peut-être les livres, tu disais que tu lisais, les podcasts, d'autres trucs? Est-ce que tu as Ouais. voilà, des méthodes un petit peu? Alors, podcast, j'y arrive pas. D'accord.
pour un mec qui en fait autant, je Ouais, suis pas bon public, j'arrive pas à écouter les gens, je sais pas pourquoi. d'accord. Euh, Pourquoi pas, hein? euh, On peut pas tout aimer, ouais, quoi. ouais, non, non, le Ouais. podcast, j'y arrive pas. De temps en temps, il y a un podcast qui sort du lot et qui me fascine, mais c'est Hmm. rare. J'aime beaucoup les documentaires, ça par contre, je consomme beaucoup de documentaires. En ce moment, je trouve qu'il y a une sorte de âge d'or des documentaires là. Ah oui? Il y en a, ouais, c'est fou, sur tous les sujets. Donc Netflix, là, ils en achètent beaucoup et Ouais, tu ça fait m'étonnes. du bien. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. Alors, ça, c'est quand même l'avantage de s'appeler Oussama Hamar et d'avoir la notoriété que j'ai. C'est que j'ai quand même accès à beaucoup de gens quand j'ai des questions. Ça, c'est Ouais. quand même un cheat code. Ça, Après, tu l'as pas volé non plus, mais c'est sûr. C'est sûr. ouais, mais bon, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je suis toujours mais, halluciné par la puissance de ça. Ça ne cessera jamais, jamais de surprendre. Genre, j'ai te raconté une histoire, mais c'est quand même un truc de dingue. Allons-y. J'ai un des plus gros problèmes dans la crypto, c'est les comptes en banque. Ok. C'est une horreur. Genre, les banques, elles veulent pas de gens qui font de la crypto. Tu as l'impression que si tu fais de la crypto, tu es un criminel. Ouais. En plus de la Tu passes crypto à pas. Dubaï, ça va être encore pire, quoi. Ouais, laisse Passer tomber. ça à En plus, Dubaï, mais ouais, c'est. le mec tape mon nom sur Google, il voit 400 Ouais, articles. ouais, ouais. J'ai tous les red flags. Bon. Euh, je vais sur LinkedIn, je poste un message, je dis voilà, je suis un peu désespéré, j'ai besoin d'un banquier, machin. Et là, genre, trois banquiers d'élite luxembourgeois me contactent, un qui sort un peu du lot. Et là, le mec, il fait mais un travail mais de malade. Il fait les rendez-vous au préalable avec les banques pour moi. Il développe les relations, les machins, les trucs. Il prépare les dossiers. Et je me dis, mais c'est quand même génial d'avoir des fans aussi doués, quoi. Parce qu'il C'est-à-dire a. que le mec, il me dit, ouais, parce qu'en en fait, le mec, il a consommé mes contenus pendant 10 ans et Ouais. il veut me rendre l'appareil, en fait, tu Ouais, vois. ouais. Et il fait des choses qu'il ne ferait pas pour quelqu'un d'autre et ça fait trop plaisir. Et ça me fait plaisir d'avoir donné pendant des années et ça me donne envie de continuer à donner, quoi. Ouais, c'est le principe de réciprocité qui te revient, quoi. Ouais, c'est une puissance, ça. Et sur tous les sujets, genre, des fois, mais des trucs, tu cherches un appart pour ta nièce, tu postes un message sur Instagram, tu trouves un appart de ouf. Mm. Je te dis, mais what the fuck? Ça, c'est des trucs. Et le dernier truc, Ouais, c'est un avantage pas mal. pour toujours apprendre, j'aime bien poser la même question à tout le monde. Ça, c'est une technique que je fais un peu naturellement. Ouais. J'ai un truc en tête, j'ai une lubie, j'en parle à tout le monde. Tout le monde. Toute la journée, tout le temps. Et, euh, et en fait, je finis par me faire une opinion, quoi. Tu C'est m'étonnes. assez marrant comme façon de faire, mais ça marche bien. Non, non, mais c'est Mais simple et efficace, en fait. C'est. ouais, ouais, mais faut toujours être simple et efficace, hein. Ça, tous les gens qui cherchent des méthodes compliquées, des secrets, des trucs, ils sont assez déçus, quoi. Il n'y a Ah, pas de tu secret m'étonnes. dans la vie. Tu m'étonnes. Donc, Yes. J'aimerais qu'on parle un petit peu de productivité. Donc, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est bien. Est-ce que tu as des méthodes, voilà, sans parler de secret et tout, mais toi, qu'est-ce que tu mets en place pour être productif? Donc, déjà, tu as ton rythme de vie, ton équilibre. Je pense que ça, c'est le plus important parce que ça pose les bases. Mais voilà, dans la pratique, est-ce que tu as des trucs? Tu vois, il y a des gens, ils bossent 1 heure sans téléphone, après, ils font une pause, machin, Pomodoro. Toi, est-ce que tu as des choses comme ça ou alors pas ouais, spécialement? j'ai des trucs à la con que tout le monde fait. Ouais, mais c'est les Que mieux, la hein, douche je froide. pense, hein. Ouais, la douche froide, c'est Ah, génial. ah d'accord. Tous les jours? Euh, ouais, Ah oui? ça me donne un vrai boost. Ah, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'est quand même froid, quoi. Tu vois, Ouais, c'est, c'est- même en commençant chaud, ouais, Ouais, non, mais en fait, pendant l'hiver, c'est compliqué, quoi. Tu vois, c'est, ouais. tu vois, Sans l'été, ta après une douche. séance de sport et tout, ok, bah ouais, je prends les douches froides, mais en fait, tu vois, c'est le matin, c'est l'hiver, bah en fait, non, quoi. C'est... Ouais, je comprends. Bon, après, c'est perso, mais voilà. Euh, non, non, mais pour le coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à Dubaï. Euh, Tu m'étonnes. euh, ensuite, c'est vrai que en termes de productivité, je me suis rendu compte que si je mangeais qu'une fois par jour, j'étais beaucoup plus productif. Ah, je suis d'accord. Donc ça, 100% d'accord. j'essaye 80% du temps. Après,
je suis pas très rigide parce que s'il y a un déjeuner qu'on m'invite, quelqu'un Ouais, qui me ouais, fait ouais. plaisir. Mais 80% du temps, je mange qu'une fois par jour. Et ça, c'est plutôt. Je Ça, suis ça, d'accord. ça m'a enlevé beaucoup de frog. Mm, mm, mm. Beaucoup de fog, pardon, de frog. Beaucoup de fog, beaucoup de brouillard dans la tête. Euh, et je trouve qu'il y a un concept assez marrant en termes de productivité. C'est que j'ai décidé de, de prendre le minimum de rendez-vous Ouais, en dehors des Better Call Us. ouais. Je me suis rendu compte en fait que les rendez-vous, c'est quand même, ça tue la productivité. Donc, quand je fais des rendez-vous, je fais des grosses journées de rendez-vous. Ouais, tu groupes tout, quoi. Ouais, je regroupe tout. Ok, Donc, je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir des routines journalières. Moi, c'est plutôt, j'ai besoin que la journée ait un thème. ok. Donc, aujourd'hui, ça va être Ouais, c'est intéressant. rendez-vous. Donc, je vais me taper tous les rendez-vous. Aujourd'hui, ça va être administratif. Allez, je vais me faire 3 semaines. J'ai du mal à switcher de Ouais, contexte. ouais. Non, mais ça fait sens, hein. Ça fait sens, mais j'ai quand même envie entre guillemets, de te challenger, puisque tu disais que le midi, tu faisais souvent des calls. Donc Ouais, le ça rentre pas midi. trop dedans. C'est Non, non, c'est vrai que le midi, tu sais, enfin, c'est que 80-20, comme toujours. Le midi, ça a remplacé mes repas et c'est des rendez-vous qui sont un peu spéciaux parce que les gens ont payé, c'est pas la même énergie. ouais, ouais. Nous, Donc, on a de la chance, on a eu gratuit, mais ouais. mais c'est pas la même énergie. Tu essaies d'apporter de la valeur à un client. Donc, tu sors pas du rendez-vous de la même façon. Ouais, c'est ok. Je vois ce que tu veux dire, plus ou moins. Ok, ça marche. Ouais, donc ouais, sinon, est-ce que tu as des espèces de to-do list, des choses comme ça, J'utilise des outils une app que j'adore qui s'appelle Kern. Ok, je connais pas. Euh, Carne. qui est génial parce que, en fait, à n'importe quel moment sur ton écran, si tu fais Shift Pomme K, ça ouvre un truc de to-do. D'accord. Moi, j'ai un système de to-do d'une simplicité dingue. Dès que je pense à un truc, je le mets dans un to-do. Mhm. Et en fait, je transforme mes to-do en événements agenda jusqu'à ce que la to-do soit à zéro. Mais donc, explicitement, je leur accorde du temps et je fais en sorte de ne jamais dépasser le temps que je leur ai accordé, Ouais, c'est simple et efficace, ouais. quelle que soit la qualité du rendu. D'accord. Il y a quand Tu même. vois, Ouais. par exemple, si à un moment je me dis, tiens, j'ai une idée d'article, je vais écrire un article là-dessus, je vais mettre une demi-heure. Bah, quelle que soit la qualité de l'article, au bout de la demi-heure, je le publierai. D'accord, ok. Est-ce que tu appliques ça à toutes Euh, tes tâches? Ou simplement. Toutes les tâches. Parce que. Attends, Ouais. attends, parce que. Là, tu vois, dans le labyrinthe, si tu as une tâche un peu technique, un petit peu précise, est-ce que c'est Ouais. vraiment faisable d'appliquer ça? Bah, si j'y ai pas réussi dans le temps accordé, j'arrête immédiatement la tâche et je me pose la question pourquoi. Hmm. Et j'essaye de trouver quelqu'un qui va le faire mieux que moi ou m'aider à débloquer la tâche, etc. D'accord, ok. Mais je prends toujours le fait que si j'ai échoué Hmm. et que c'est pas juste un sujet de qualité et je me dis, ah, je pourrais faire mieux, Ouais, parce que c'est ça que j'essaie d'éviter. ouais. J'essaie d'éviter l'envie de faire mieux. Mais si je me dis, c'est juste une question de, de tâche, Mhm. euh, bah, je fais en sorte de, de le faire comme ça et je m'en fous, quoi. Ok, ouais. Donc, ouais, en fait, tu regardes un petit peu ce que tu as à faire, tu dis ça, ça va être une demi-heure, puis t'envoies, quoi. T'exploites la Exactement. loi de Parkinson, en fait, à fond. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ouais, ça, c'est cool, ouais. Ouais, rien. Enfin, ok, donc, ouais, tout doux un petit peu, la structure, les douches froides. Les douches froides, ça t'aide vraiment à être productif ou ça te met en énergie Ah, c'est incroyable. Franchement, les jours où j'ai pas le courage de le faire, Ouais, je sens bien que je produis beaucoup moins. c'est vrai, mais c'est dingue, ça. Ouais. Ça change vraiment mon mood de la journée. Et tu C'est le l'apprends. truc le plus. D'ailleurs, là, j'ai décidé de passer l'étape d'après. Les pains Je glacés. m'offre Ouais, je m'offre un. Et tu sais, je m'offre le truc là où tu plonges dedans et t'es glacé de chez glacé. Ouais, bah, un pain glacé, quoi. Voilà. C'est. Oui, mais j'ai pas besoin de mettre les glaçons dedans. Il est en Ah oui, oui, permanence à la oui. température. Ah oui, tu vas dans un centre spécial, quoi, plus ou moins. Ah, ou alors Non, peut-être mais que je t'achètes. l'installe à la, Ah, je l'installe à d'accord. la maison. Ok. Ouais. D'accord, ok. Ouais. J'avais pas capté, ouais. Ok. Et Ouais. ça, tu le fais le matin? Ouais. Ok. Et
Et pourtant, malgré ça, tu as quand même du mal à démarrer le matin, ce qui te fait que tu bosses plutôt l'après-midi. Ouais. Ok, Mais parce que c'est démarrer, comment dire? Je vais le formuler autrement. ouais, Si je démarrais le matin, j'aurais souvent, c'est tellement intense ma façon de travailler qu'à la fin de ma séance de travail, je suis souvent épuisé. ouais, Et donc, si je le fais trop le matin, et ben, en fait, je passerai l'après-midi léthargique. ok, Alors que faire des trucs plaisir, tu vois, lire des trucs, regarder une ouais, ouais. série, faire un film avant de Vraiment me marrant mettre à ça. bosser, ça me permet de d'étendre le moment où je vais shut down. D'accord, mais ça, c'est hyper marrant parce que, enfin, pendant ce temps-là, en fait, t'es en train de te dopamine, enfin, tu t'envoies de la dopamine, quoi. Et donc, Ouais, je me dis, si tu t'envoies de la dopamine avant l'effort, bah, l'effort, en fait, n'a plus de sens. Puisque je me dis que, d'un point de vue évolutionniste, tu fais l'effort pour la récompense. Et donc, si tu as la récompense avant, bah, tu fais plus l'effort, tu vois. C'est... je comprends. Tu vois ce que Et je veux moi, dire? C'est dingue, ça, hein. je comprends, mais je le vois pas comme ça. Je le vois plus comme, de toute façon, le travail, il faut le faire, quoi, Ouais, point. ouais, Donc, ouais, grave. C'est la discipline pas, après, quoi. j'ai pas besoin de dopamine, quoi. Alors que, tu vois, au contraire, en plus, par exemple, souvent, j'aime bien regarder des séries le matin. Ouais, ça, c'est Quand je ouf. regarde une série qui m'a plu, Ouais, ça me met dans un super mood pour bosser l'après-midi, quoi. ouais, Ça carrément. m'inspire. Ah, tu m'étonnes. Non, mais je te dis ça, mais je l'ai, enfin, parce que moi, je bosse plutôt le matin et tout, mais voilà, faudra tester. Franchement, faudra tester, donc, je mets pas de jugement, mais ouais, c'est cool. C'est cool. Si on parle un petit peu plus, donc on change un petit peu de sujet, on parle des startups. Tu vois, j'ai l'impression que les startups, pour avoir un petit peu le vent en poupe, etc., il faut vraiment qu'elles aient levé. Et là, récemment, tu m'as parlé de Bootstrap, donc pour ta boîte, tu m'as parlé de certains calls que tu as fait Ouais, avec des gars qui avaient monté des boîtes Bootstrap. System.io, c'est une boîte ouais. Bootstrap. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Bootstrap vs lever des fonds? Tu vois, j'avais vu il y a quelques mois, peut-être pendant le confinement, des vidéos. Je crois qu'il y en avait une, par exemple, avec Jean, puis le fondateur de Germinal, tu vois, qui disait Bootstrap vs lever des fonds. Tu vois, il y avait un peu ce truc. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, même s'il a Moi, dû je pense que changer. c'est un débat à la con qui a aucun sens. Ouais. D'ailleurs, le mec de Germinal, il en est bien revenu. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, c'était pour le. Moi, je trouve que ces trucs-là, c'est des débats à la con parce que c'est des débats identitaires. J'arrive pas à comprendre comment les gens en font un sujet identitaire de bootstrap ou pas. En fait, une boîte, c'est quoi? C'est, tu as un agent économique Mm. qui est sur un marché. Et cet agent économique, tu as une première décision, c'est quelle taille tu veux qu'il fasse. Parce que quel que soit le métier que tu fais, tu peux faire la version solopreneur, tu peux faire la version agence, tu peux faire la version produit et tu peux faire la version empire. Et ça, c'est un mode de jeu. Donc, ce mode de jeu, il y a pas des solopreneurs qui sont mieux que des agences, il n'y a pas des agences qui sont mieux que des produits. C'est C'est juste, comme tu ça, joues pas au quoi. même jeu. Ouais. Au mode solopreneur, il y a des gens, ils vont très haut, hein. Mm. Là, il y a un mec qui a été outé sur, je sais pas si tu as vu, le mec d'Interactive Design, je sais pas quoi, là, 13 millions de dollars en Non, j'ai pas vu, solopreneur. non. Ah ouais, Il c'est pas fait des mal. plugins Google Apps. C'est des cache machines. Et c'est juste des tout petits plugins qui viennent résoudre un problème que tu as souvent dans Google Apps. Mm. Et sur la marketplace add-on de Google Apps. Bah, tu vois, ce mec-là, il a plié le game du solopreneur. Mais il a joué à ce jeu-là. Les gens pourraient se dire, ouais, mais il pourrait prendre des profits, embaucher des gens pour faire plus de ça. Mais Ouais. non, il n'a pas envie de jouer à ce jeu. Et le problème, souvent, c'est que les gens, ils ne savent pas à quel jeu ils veulent jouer. Donc, ils prennent après des questions du genre, est-ce que bootstrapper ou lever des fonds, c'est mieux? Mais non, il n'y a pas de mieux. C'est que si tu veux jouer au jeu Empire, tu dois lever des fonds. Point. C'est pas, il n'y a pas de sujet. C'est pas, personne ne peut jouer au jeu Empire en étant bootstrap. Et si tu veux jouer au jeu Empire en étant bootstrap, bah, t'es un peu bizarre. Parce que dans ce cas-là, est-ce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des boîtes qui gagnent plein d'argent en étant bootstrap? Si, mais c'est jamais des empires. Atlassian, le jour où ils ont voulu passer d'une boîte australienne qui gagne des tonnes d'argent à un empire du software, Ils ils sont ont rentrés été en voir bourse. Axel.
et ils ont rentré en bourse. C'est comme ça. C'est pas, enfin, il y a Hmm. pas, parce que c'est tout con. Mais si tu lèves pas de fonds, tu peux pas donner d'equity à tes employés. Si tu peux pas donner d'equity à tes employés, tu peux pas attirer le genre de talent qui a envie de bosser à l'Empire. Et en fait, entre tous ces modes-là, la levée de fonds, ce n'est qu'un outil. Et c'est pas un choix Ouais. philosophique. J'arrive pas à comprendre Ouais, non, mais je suis ce d'accord. débat identitaire. Il y a C'est pas. Et donc, par exemple, pourquoi le labyrinthe, c'est bootstrap? Bon, d'abord, parce bah, que comme tu j'ai l'as dit. pas envie de parler à des investisseurs. Hmm. Et je me rends bien compte que c'est un truc qui est vraiment dans le mode de jeu indépendant. Si tu commences à faire ce qu'on fait au labyrinthe avec l'argent de quelqu'un d'autre, à mon avis, ton niveau de stress n'est pas le même. Ouais, Ton niveau de stress n'est pas le même. Et donc, comme j'ai envie en ce moment d'optimiser la sérénité, machin, je sais très bien ce que je veux, je suis aligné, et ben je joue au jeu de la façon dont j'ai envie de jouer. ouais. Point. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de loin comme ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. En fait, leur but, le but du jeu, pour eux, c'est de lever des fonds, tu vois. Ce qui me Mais semble être. personne n'a ça, c'est faux. D'accord. C'est un, c'est une vue de l'esprit. Parce qu'en fait, c'est une vue de l'esprit qui comment dire, qui dépend d'un, qui dépend du fait que la levée de fonds est une décision qui n'a pas des conséquences. Ok. Donc, quand on dit, en fait, un entrepreneur, son but, c'est de lever des fonds, ça voudrait dire qu'un type qui lève des fonds et qui ne délivre pas derrière, il a une vie sympa. Et c'est pas vrai. Bien sûr. Lever des fonds, c'est très, très, très stressant en termes de commitment. Et c'est ça, en fait, que les gens ne veulent jamais voir. Les gens disent, le mec de WeWork, il a levé des fonds, il a fait n'importe quoi. Hmm. Tu dis, ouais, ok, il a levé des fonds, il a fait n'importe quoi, mais il a payé très cher le fait d'avoir fait n'importe quoi. Le mec de WeWork, ça lui fait pas plaisir d'avoir son nom traîné dans la boue par le moindre connard sur Terre qui vient Hmm. donner des sons en disant, ah, c'est n'importe quoi, il a levé des fonds, il n'a pas fait un business. Ouais, bien sûr. Personne se lève un matin en disant, je vais lever des fonds et pas Ouais, en faire ouais. un gros business derrière. Personne. Non, mais c'est pas Ça ce que je marche pas comme disais, ça. mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce réflexe à la levée de fonds, tu vois. Mais le réflexe à la levée de fonds, il provient du fait que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent que la levée de fonds, c'est une étape automatique. Ils pensent que la levée Ouais, de fonds, c'est ce que j'ai c'est une l'impression. gatekeeper de succès. Mais le problème de ça, c'est qu'une fois qu'ils ont levé des fonds, ils se rendent compte que ce n'est pas le cas. Ouais. Ça va très vite, hein. Tu as cette illusion tant que tu ne les as pas levés, les fonds. Et une fois que tu les as levés, d'un seul coup, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Donc, c'est un apprentissage que tu fais très, très rapidement, en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc en fait, pour toi, le déterminant, c'est à quel jeu on veut jouer. C'est Exactement. ok. Parce que moi, j'avais l'impression Après, tout, que. Vas-y, je t'en prie. et après, tout n'est que outil stratégique au service de jeu. Ok. Non, ça marche. Non, parce que j'avais l'impression que en fait, ça dépendait surtout du cash que tu avais. Tu vois, si tu as du cash toi-même, bah, tu peux bootstrap en fait. Tu n'as pas besoin de te mettre ces contraintes avec les investisseurs. Et puis tu peux garder le contrôle de ta boîte. Ce qui me Ouais, semble alors être pour un moi, ça, c'est pas avantage. bootstrap. D'accord? Pour Ok. moi, si tu dois investir ton propre argent de ta boîte, c'est pas bootstrap. C'est juste un mauvais VC. C'est c'est une mauvaise levée de fonds. D'accord, ok. Non, mais je veux dire, si tu investis ton argent perso pour monter ta boîte, c'est ça que je veux dire. Ouais, bah, c'est pas bootstrap, ça, pour moi. D'accord. Et pour toi, c'est un mauvais ici de faire ça. Bien sûr, il n'y a rien de plus terrible qu'investir son propre argent dans sa boîte, hein. Je comprends pas C'est parce un- que si tu investis dans ton argent, ta boîte, elle t'appartient, et du coup, c'est tout le profit te revient. Et la valeur Oui, de la d'accord, boîte mais aussi. ouais, d'accord, mais le problème, c'est que tu as mis ton argent. En fait, ton argent devrait toujours te servir à te hedger. D'accord? C'est-à-dire qu'il devrait toujours à te permettre de prendre euh, une solution par rapport à un risque que tu n'aurais pas pris autrement. Donc, si tu as de l'argent, tu l'investis dans des trucs perso et ensuite ta boîte, soit tu la bootstrap, soit tu lèves des fonds. Mais être ton propre financier pour garder 100% du profit, Ouais. euh, je pense que ça réduit structurellement la performance. Parce que la façon dont tu alloues le capital, elle ne sera Ouais. jamais aussi disciplinée que si c'est l'argent de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les mecs qui sont des financiers de haut Ok. niveau, ils détestent gérer leur propre argent. Ouais, c'est vrai que Par ça exemple, enlève des moi, biais en si, fait. Ouais. si je devais investir mon argent dans le labyrinthe, ça me ferait Uhum. chier. D'accord, ouais. Le labyrinthe, c'est de l'argent 100% bootstrappé. Ok. Parce que toi, Parce en qu'en fait. fait, Ouais, parce que vas-y. je me dis, tu vois, je me dis, entre investir 100 000 euros dans le labyrinthe et 100 000 euros dans des startups de la vallée, à mon avis, j'ai le meilleur compte d'investir dans les startups de la vallée.
Parce que je sais, c'est dur de s'évaluer soi-même. C'est Ah, dur c'est de clair, savoir c'est si la clair. mission qu'on joue, elle est bonne. Et si j'avais besoin de fonds, bah, je préférais lever auprès de quelqu'un. Je trouve que c'est très, très, très malsain d'être financé de sa propre boîte. Ok. Et alors, c'est quoi la définition de bootstrap pour toi alors? Parce que Un bootstrap, c'est tu bootstrap, c'est vraiment que tu démarres en utilisant les revenus de tes clients, quoi. ouais, bah ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah, c'est pas en investissant ton propre argent. Non, en fait, ce que j'avais en tête, c'est, tu vois, c'est ça, mais en fait, je pensais à System.io, qui à la base était une boîte de vente de formation, qui est devenue un Ouais, logiciel SaaS. Mais l'argent ouais. pour financer le développement du SaaS a été financé avec la vente du business d'avant. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je C'est le disais. bootstrap. Ouais, voilà, ok. Ça, pour moi, c'est bootstrap. D'accord, C'est pas ok. ton argent, c'est l'argent de la formation. C'est-à-dire que tu as une activité économique dont Oui, bien tu sûr. réinvestis une partie des Ouais. profits. Non, j'ai pas C'est pas été la même clair, c'est chose vrai. que. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, Non, mais c'est pas la même chose que j'ai vendu une boîte 1 milliard, c'est vrai, j'ai 200 millions sur un compte, c'est clair. et je me dis, tiens, je vais prendre ces 200 millions pour créer une boîte. Non, je suis d'accord. J'ai pas été clair, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais parce que là, comme je l'ai dit, ça voulait dire tu prends de l'argent de l'extérieur, que tu rentres dans une structure juridique et tu crées une boîte, quoi. Mais alors, c'est pas du tout ça Ouais, que je voulais dire. Ouais. exactement. Mais ouais, ça marche. Ok. Euh, est-ce que tu aurais, toi, tu lis beaucoup, est-ce que tu aurais un ou des livres à recommander? Bah écoute, tu peux mettre. On me posait tellement cette question que j'ai Ouais, fini sur mon site internet. ouais, c'est vrai. Euh, J'ai vu, ouais. J'ai une MyShelf, liste. tu peux donner ce lien à tes auditeurs, Ouais. et il y a tout de. Il y a une belle liste. Il y a une, ouais. Elle est grosse, hein. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui te plaît plus que d'autres? Bon, ça doit dépendre de l'humeur, de ton. Voilà, c'est Ouais, ça dépend de. grave. Après, j'ai des phases, j'avoue que je suis retourné dans une phase un peu biographie en ce moment. Ouais, Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que franchement, Walter Isaacson, le biographe là, américain, ouais. je sais pas pourquoi, Steve quoi qu'il Jobs et tout, écrive, je quoi. suis fan. D'accord. Ouais, je suis fan. J'adore tous ses livres. Ok. Je sais pas pourquoi. Non, mais Euh, il est bon, quoi. ouais, ouais. Enfin, Mais j'ai celle de Steve Jobs en tête qui est bien. Alors, il y en a sûrement d'autres, bah, mais Léonard de Vinci, Léonard de Vinci, ouais. Einstein, il a fait Benjamin Franklin, qui est incroyable. Il a fait Kissinger, qui est génial. The Codebreaker, que j'ai adoré. Il a fait un Walter The Ouais, Innovators. bah, c'est ce que j'allais dire. Celui-là, je l'ai lu aussi. Il était vraiment sympa, quoi. Euh, ouais. Ah bah, il est Bah bon, voilà. hein. Si je devais recommander un truc en ce moment, Ouais, c'est Walter Isaacson, ouais. Ouais, le problème de cette question, c'est que ça dépend du moment, en fait. Ce qui est bien pas sûr. forcément un désavantage, mais voilà. Si tu avais un conseil à donner pour lancer un business, tu vois, vraiment pour toi, Mhm. le truc le plus important, indépendamment de tous les autres facteurs. Je pense que le truc le plus important, dépendant de tous les autres facteurs, c'est comment tu gagnes de l'argent, quoi. Ok, ouais, c'est pragmatique. Pragmatique. Ok, c'est quoi la suite pour toi sur les 12 prochains mois, 5 prochaines années? Je sais pas si tu te vois aussi loin. Non, alors ça, je refuse de me voir aussi loin. Moi, je me vois à 3, 6 mois max. Ok. Ah, c'est que le labyrinthe tourne tout seul et Mhm. génère de l'argent tous les jours. C'est vraiment ma vision du moment, c'est crée-toi une money making machine qui enlève le sujet de l'argent de la table et te permet de faire d'autres choses, quoi. Ok, ça marche. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un petit peu bah, comment ça se passe pour le labyrinthe et puis pour tes Ouais, autres projets? Twitter, Instagram, Ok, site internet ouais. daedalium.com. Bah, tout ça, c'est dans la description. C'est dans la Trop bien. description. Yes, bah Oussama, merci à toi. Si tu as encore. Merci à toi. Bah, je t'en prie. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, sinon on va clôturer. Eh ben écoute, une bonne façon de clôturer. Ouais, nickel. Allez, salut, à bientôt. Merci pour ce moment. Je t'en prie. À bientôt. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si t'as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si t'as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!